Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo du dictionnaire des yokai rédigée par Shigeru Mizuki. Dans la partie précédente, on avait parlé de plein de nouveaux yokai. Vous avez voté et le grand gagnant de cette partie est Ayakashi, le yokai des mers. Pour cette 4e partie, on va parler de 8 nouveaux yokai. On termine donc ensemble ceux commençant par la lettre A et nous allons enfin découvrir ceux qui commencent par la lettre B. N'oubliez pas de voter pour votre yokai préféré dont je vais vous parler dans cette 4e vidéo. J'aimerais aussi savoir si cette catégorie de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire avec votre vote. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti! Toutes les régions du Japon possèdent des témoignages de bruit. Choki, choki. Comme si on lavait des haricots de soja rouge à la rivière. On entend le bruit, mais on n'aperçoit jamais le laveur. C'est pourquoi on l'appelle de divers noms comme Azuki Arai ou Azuki Togi. Mais en tout cas, l'existence d'un yokai qui rince des soja rouges ne fait aucun doute pour personne. Certains disent que ce sont les facéties d'animaux comme les belettes ou les blaireaux. Difficile pourtant d'y croire entièrement, car on l'entend parfois chanter, et il laisse vraiment les traces de son eau de rinçage. Dans le pays de Musashi, actuel département de Tokyo et Saitama, existait autrefois Azukiba, la vieille au soja rouge. Elle habitait un petit temple et apparaissait la nuit. Elle aussi lavait des soja rouges au bord d'un ruisseau. Mais en plus, elle attrapait les passants pour les manger. C'est pourquoi on disait « Azukiba va venir » pour faire peur aux enfants. Il y a aussi Kometogi Basama, c'est-à-dire la vieille dame qui lave du riz. Sans doute à cause d'une différence subtile au niveau du bruit. Elle apparaît la nuit et mange les enfants. Quand Shigeru et son frère étaient petits, ils connaissaient de nombreux monstres mangeurs d'enfants. Kotobozu, qui dévore les gosses qui se baladent en fin de soirée. Kawako, qui tire les enfants par les pieds au bord des ruisseaux. Ou encore des renards de montagne qui font avaler aux petits de la bouse de vache en leur disant que ce sont des gâteaux à la pâte de haricots rouges. Tous sont des bouffeurs d'enfants. Il n'y a rien de plus efficace que les monstres pour faire la leçon aux petits enfants naïfs. Malheureusement, dès qu'ils ont 6 ans, en général, ça ne fait plus trop d'effet. Ça y est, nous passons enfin à la lettre B avec le yokai Bakebi. Dans le livre La tournée des contes étranges, Shuyukidan, ça c'est la prononciation en japonais, on lit qu'à Katada, dans le pays d'Omi, aujourd'hui qui est le département de Shiga, existe depuis toujours un feu follet nommé Bakebi. Autrement dit, feu qui se métamorphose. Il apparaît en toute saison quand le temps est nuageux. À son point de départ, sur les rives du lac, il est tout petit. Plus il progresse vers la montagne et plus il grandit, jusqu'à avoir une taille de 90 cm environ. Bien que parfois, il ne dépasse pas les 30 cm. Sa flamme n'est pas très vive. Il apparaît seulement par une nuit nuageuse ou de pluie fine. Jamais quand le ciel est dégagé et que l'on voit bien la lune. Il vole à environ 1,5 mètre du sol, prenant tantôt une apparence humaine, tantôt celle de 2 hommes nus enlacés comme s'ils luttaient au sumo. En revanche, on ne voit que la partie haute du corps et jamais les jambes. Maintenant, je vais vous raconter une petite légende sur ce yokai. Un jour, un brave homme attendait sur un sentier bordé de rizières. Bakebi arriva, comme d'habitude, par le bord du lac et se dirigea vers le sentier. Un lutteur de sumo du coin et sûr de sa force attendit que le feu s'approche suffisamment avant de lui sauter dessus. « Ya !» fit-il, mais il se retrouva par terre 10 mètres plus loin. Heureusement pour lui, les épis de riz avaient fait tapis. Sinon, il aurait bien pu se blesser. Régulièrement, des fiers à bras défiaient Bakebi et finissaient tous de la même façon. Finalement, effrayés, les villageois préférèrent ne plus s'en approcher de trop près. Un feu bien étrange, en effet.
Au début de l'époque Taisho, de 1912 à 1926, dans un village du département d'Iwate, devait avoir lieu une noce. Le chef de la maisonnée n'étant toujours pas arrivé, la cérémonie ne pouvait commencer. La nuit avançait et tout le monde commençait à s'inquiéter. Quand le maître de cette famille d'ancien lignage arriva avec une telle précipitation qu'il manqua de briser la porte coulissante. « Oh, pardi, je suis désolée d'être en retard. Allez, que la cérémonie commence, et vite !» Puis, il se mit à dévorer le plat de noces comme s'il était possédé par Gaki, le démon de la faim. Cette attitude ne lui ressemblait guère, mais comme il était le maître d'une famille d'ancien lignage et que de toute façon tout le monde était déjà saoul, personne ne lui fit de reproche. Après la cérémonie, l'hôte proposa au maître de rester dormir chez lui. « Oh non, répondit-il, je vous laisse à présent car je me lève tôt demain matin. » Il se mit debout et sortit en hâte. Mais lorsque des chiens aboyèrent violemment après lui, il poussa un cri et alla se cacher sous la maison. « Oh là là, ce n'est pas le maître !» s'écrièrent cette fois les invités. « Lâchez les chiens !» Ce qui fut fait. On entendit quelques bruits de mâchoires et de cris, puis les chiens sortirent en tenant de leur gueule un vieux blaireau d'une taille imposante. « Pardi, je suis si désolé d'être en retard !» dit le vrai maître en arrivant enfin. Les anecdotes sur Bakedanuki ou blaireau farceur ne manquent pas au Japon. Si on devait élire le monstre traditionnel le plus typiquement japonais, ce serait lui sans aucun doute. Une fois, un homme se perdit dans la montagne sur le chemin du pèlerinage à Nikko. Il s'était trompé à un croisement. Il voulait rebrousser chemin, mais celui-ci n'existait plus. Il comprit alors qu'il était le jouet d'une espèce de yokai. En effet, dans ce coin de montagne, on voit les choses en double, ce qui fait qu'on se perd. C'est à cause d'un yokai du nom de Bakedoro, c'est-à-dire le luminaire mystificateur. Pour éviter de se faire avoir, il suffit d'avancer avec calme en gardant les pieds collés au sol. Ce yokai est traditionnel à Nikko. À mon avis, c'est parce qu'on croit qu'un luminaire multicentenaire peut être habité par un esprit capable de mystifier les gens. C'est pourquoi un simple phénomène de réfraction peut être considéré comme étant l'œuvre d'une vieille lanterne et finit par devenir une légende, comme celle de Bakedoro. D'ailleurs, au sanctuaire de Nikko, il existe effectivement une lanterne en bronze appelée Bakedoro. Quand Shigeru Mizuki était petit, il avait une vieille lanterne en pierre dans son jardin. Une fois, à la période d'Obon, la fête des morts en août, sa grand-mère installa une bougie à l'intérieur. Quelle surprise de voir le jardin aussitôt devenir onirique. Une vieille lanterne semble posséder une mémoire lointaine de choses que nous ignorons. Ce n'est pas très étonnant qu'elle se transforme par une nuit déserte. Ces lanternes sont bien plus vieilles qu'eux. Elles étaient déjà dans le jardin avant leur naissance. Un vieux luminaire, fièrement dressé depuis toujours, devient Bakedoro dès que se produit un phénomène surnaturel. À l'époque, Shigeru Mizuki pensait que les objets qui existaient déjà avant notre naissance savaient des choses que nous ignorions. Dans un village de l'île Sabusawa, du pays Rikuzen, dans l'actuel département de Miyagi, quelqu'un marchait dans la nuit en disant d'une voix étrange « Oh, j'ai mal au nez, j'ai mal au nez !» Entendant cette voix, 5 ou 6 jeunes villageois sortirent discrètement, sans réussir à apercevoir qui parlait ainsi. Ils suivirent la voix, mais toujours sans succès. Ils avaient beau brandir des bâtons en bambou, aucune réaction. Soudain, l'un d'entre eux entendit marmonner dans les broussailles alentour. Il tendit l'oreille et reconnut un chant, bien que la voix ne fût pas humaine. Vieille pèlerine de paille, vieux chapeau de jonque, vieux tambour, vieux soc de bois et vieux panier. Bom, bom, cric, crac et tric, trac. Arrêtez, arrêtez, fit une autre voix. Quelque chose ne va pas ce soir. Le chant cessa immédiatement. Le jeune rentra chez lui affolé et se mit tout de suite au lit. Le lendemain, les jeunes formèrent une grande équipe et retournèrent au même endroit.
Dans les broussailles, ils virent de vieilles pèlerines de paille, de vieux chapeaux de jonc, de vieux tambours et de vieux socs de bois. Tous échoués de la mer. Et un peu plus loin, un soc sans le passe-orteil en cordon. La partie qu'on appelle le nez en japonais. Ah, je comprends maintenant qu'ils se plaignaient d'avoir mal au nez. Ils les brûlèrent tous ensemble. Depuis ce jour cessèrent les sanglots, les danses et les chansons dans les broussailles. C'étaient bien les esprits de vieux ustensiles qui avaient taquiné les jeunes villageois. En tout cas, c'est intéressant de voir que les vieux objets, tout sages dans la journée, manifestent leur vraie nature la nuit. Si vous rencontrez quelqu'un à la peau jaune, vêtu de noir, frappant un petit gong, c'est Bakeisho no Sei, autrement dit l'esprit du ginkgo monstrueux. Traditionnellement, on dit que planter un ginkgo dans le jardin d'une maison porte malheur, sous prétexte que c'est un arbre pour les temples. Peut-être aussi parce qu'il devient très grand. Il finit par occuper toute la surface et ses feuilles mortes sont excessivement abondantes. D'autre part, en été, ses racines gorgées d'eau entravent l'ouverture et la fermeture des portes. Et en hiver, au contraire, les racines se dégonflent et les portes déraillent. Le ginkgo est également considéré comme hanté d'esprits divins. Les temples qui vénèrent un ginkgo ligoté d'une corde sacrée pour montrer que des êtres surnaturels y habitent ne sont pas rares. Et cette légende va vous le prouver. À l'époque Koka, entre 1844 et 1848, un ginkgo devait être abattu. Personne ne voulait se charger de cette mission néfaste. Si quelqu'un acceptait, une femme, apparemment l'esprit de l'arbre, venait hanter ses rêves. Au bout de plusieurs interruptions, l'arbre finit par tomber lors d'une tempête et démolit le toit de la maison du doyen du temple. En grandissant, le bas du tronc se développe parfois en prenant la forme d'une poitrine de femme. Dans quasiment toutes les régions du Japon, des femmes dépourvues de lait maternel viennent prier devant ces arbres à saints, comme des ex-voto. La plupart de ces arbres géants se trouvent dans l'enceinte des temples. Ils sont traités comme des arbres divins et appelés Ginkgo à lait, honorable arbre du lait, Ginkgo à saint, ou encore Dieu du haut. Une nuit, sur une plage des îles Oki, dans le département de Shimane, s'échouèrent des poissons bizarres, accompagnés d'oiseaux tout aussi étranges. Quel courant les avait amenés? Parmi eux se trouvait un squelette de baleine. Mais celle-ci retourna au large avec les autres à marée basse. Un pêcheur sortit de son bateau et la harponna. Il avait bien visé, mais rien ne se produisit, comme si elle n'était pas là. Aussi l'appelons-on Bakekujira, la baleine fantôme. Shigeru Mizuki raconte que lui aussi pêchait la baleine dans la région de San-in, où il est né. La maison du doyen de leur temple fut construite à l'ère Meiji, avec des matériaux récupérés du bâtiment de la corporation des pêcheurs de baleines qui se trouvait en bord de mer sur la presqu'île de Shimane. Cette maison est toujours là, grande et bien solide. À l'époque où Shigeru dessinait des kamishiba, des théâtres de papier, l'une de ses histoires s'intitulait « La baleine fantôme ». Ça racontait l'histoire d'humains qui se transformaient en baleine à force d'en manger tout le temps. Mais avant de la terminer, il attrapait la fièvre. Le docteur ne savait pas quoi faire. Quand il décida d'abandonner cette œuvre, la fièvre partit aussitôt. À l'époque, il plaisantait en disant que c'était la malédiction de la baleine fantôme. Mais si ça se trouve, c'était vrai. Monsieur Imao Hirano, ex-président de l'Association de la protection des monstres et des fantômes, raconte qu'un jour, il ne pouvait plus se lever. Quand il eut l'idée de démissionner et de dissoudre l'association, ses douleurs aux jambes et aux reins cessèrent, et il put marcher de nouveau comme avant. C'est peut-être un hasard, mais ce n'en est pas moins énigmatique. Mine de rien, les êtres fantastiques doivent bien exister. À Nakayama-shita, dans l'ancien pays de Bizen, dans l'actuel département d'Okayama, vivait une famille de samouraïs, du nom de Hijikata. Chez eux, lorsqu'une femme allait aux toilettes, une main poilue sortait et caressait leur cul.
Ils déménagèrent dans le quartier de Shimoda, mais dès le premier jour, le phénomène se reproduisit. Maître Hijikata voulut en finir d'un coup de sabre. Il coupa la main qui sortait, mais le monstre s'enfuit en abandonnant sa main, qui, plus tard, s'avéra être la patte d'un vieux blaireau. Le maître la conserva précieusement. Une nuit, le blaireau apparut dans les rêves du maître. « Rendez-moi ma patte !» suppliait-il. « Je vous transmettrai la recette d'une drogue secrète en échange. » Hijikata accepta la proposition et lui rendit sa patte. Le blaireau, lui, enseigna la formule d'une pommade médicale et disparut. La famille Hijikata se mit alors à commercialiser la pommade sous le nom Bakemonoko, le baume du blaireau. Par ailleurs, on appela le blaireau prédécesseur, parce qu'il avait anticipé le déménagement des Hijikata. Les baumes machins ou baumes trucs, fabriqués d'après une recette transmise par des kappas, sont courants. L'anecdote d'Okayama est assez particulière, puisque c'est un blaireau qui transmet le secret. Il existe de nombreuses légendes de Tengu, kappas, blaireaux ou encore renards qui initient les humains à ce qu'ils méconnaissent. En réfléchissant, même les chiens et les chats, immobiles et silencieux, ont parfois l'air d'en savoir plus que nous sur les secrets de la vie. Souvent, quand Shigeru Mizuki voit un vieil arbre de forme bizarre au fond d'une montagne, il se demande s'il ne se métamorphose pas la nuit. C'est sans doute ce genre de sentiment qui crée les légendes avec des arbres ou des blaireaux. À l'époque Hanei, de 1772 à 1781, à Sakai, en pays Senshu, dans l'actuel département d'Osaka, un certain Hirase lisait tard dans la nuit un ouvrage sur l'art militaire, quand à la 3e heure du bœuf, qui équivaut à peu près 2h30 du matin, la porte s'ouvrit derrière lui et un bras comme celui d'un ogre le tira par son chignon. Hirase lui fila un coup de sabre. Le monstre poussa un cri et disparut. Le lendemain matin, le bras se révéla être celui d'un chat géant aux poils comme des aiguilles. Passons maintenant au pays Mimasaka, dans l'actuel département d'Okayama. Là-bas, il existe une légende assez particulière. Un garçon âgé de 15-16 ans, adopté dans une maison de samouraï, souffrait de cauchemars. « Oh, un vieil homme me presse le cœur, raconta-t-il. Lorsqu'il m'oppresse, mes mains et mes pieds faiblissent et je souffre atrocement. » Informé, le chef de la famille fut très en colère. « Je ne puis laisser la succession de ma famille à un tel poltron. Fais-toi bonze !» Le garçon pleura de dépit. La nuit même, il sabra le vieil homme de son rêve et appela tout le monde. À la lumière de la lampe, on trouva du sang qui mena jusqu'à un chat mort, grand comme un chien et coupé en deux des épaules jusqu'aux reins. Les vieux chats sont réputés pour devenir des monstres. Dans certaines régions, ils se métamorphosent après avoir été chats domestiques pendant 3 ans. Dans d'autres, lorsqu'ils pèsent plus de 4 kilos. On dit aussi que lorsqu'il y a un décès dans la famille, il faut donner son chat à quelqu'un d'autre. Dans l'île de Tsushima, on enferme les vieux chats dans des hôtes, à cause d'une légende selon laquelle lors d'une procession de funérailles, un démon descendit du ciel pour voler la dépouille et que ce démon était en fait le chat domestique de la famille qui s'était transformé. Et nous voilà sur la fin de cette 4e partie du dictionnaire des yokai. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire sous cette vidéo quel yokai vous avez préféré cette fois-ci parmi toute cette liste. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et même à partager la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour la suite du dictionnaire. J'espère vous revoir tous très bientôt.